Salut les jeunes, c'est Tisma et aujourd'hui je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau Tisma Show. Désolé pour la semaine dernière, voilà, je me suis percé le tympan en faisant un grand saut en kite pendant les vents cycloniques. Du coup j'étais sous antidouleur, j'étais shooté et là j'entends toujours plus rien. Ça a duré environ un mois, mais je peux reprendre les vidéos et la vie normale. Bref, donc cette semaine il s'est passé beaucoup de choses entre FTX, l'airdrop Jup, etc. On a pas mal de trucs à débriefer ensemble. Donc on va parler en premier lieu d'FTX. Donc comme vous l'avez vu probablement sur Twitter, FTX ne va pas être restart. Voilà, on va en débriefer ça ensemble, les conséquences de ces nouvelles infos. Ensuite, vous allez voir qu'une plainte de créditeur a été déposée contre l'estate d'FTX. Voilà, on va en parler ensemble. On va parler vite fait de Blast. On va également checker ensemble les nombres et les bénéfices de Tether cette année qui sont littéralement stratosphériques. J'ai pas peur des mots parce que c'est un truc de malade. On va reparler un petit peu du lancement de Jupiter, donc le DEX. Sur Solana, le plus hypé du moment et surtout qui fait plus de volume que Uniswap. Voilà, donc énorme milestone pour le DEX. Et on parlera également d'un marché pour le pré-marché. Voilà, pour le pré-market. Donc c'est un échange décentralisé de pré-market pour vendre ses points, etc., etc. en avance sans avoir touché l'airdrop encore. Voilà. Donc on va voir ça ensemble. C'est parti. Donc on commence tout de suite avec un tweet de Sunil, donc qui est un créditeur FTX, mais qui est également très actif dans le comité des créditeurs du coup sur la plateforme, donc qui gère un petit peu, qui est présent aux audiences FTX, etc. et qui nous informe souvent en temps réel de tous les faits et gestes de l'estate. Alors je sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais lorsque FTX a fait banqueroute, juste après ils ont tout bloqué, donc la plateforme a été complètement paralysée, mais on a pu voir en direct, donc quelques jours après l'arrêt de la plateforme, que 400 millions ont été vidés des portefeuilles d'FTX. Et on aurait retrouvé les 3 potentiels coupables de ce hack. Donc 400 millions potentiellement retrouvables pour les créditeurs d'FTX en plus. Donc en gros ça a été une attaque qui avait utilisé un SIM swap. Ça avait atteint 50 plus victimes entre mars 2021 et avril 2023. Et en incluant le hack d'FTX. Et comme l'avait tweeté SBF juste après le hack, il avait dit que c'était probablement quelqu'un en interne qui s'était fait toper par un moyen similaire. Du coup on apprend plus et c'est une excellente nouvelle pour les créditeurs parce que on va, du coup ça augmente les thunes retrouvées normalement. Donc c'est pas encore 100% sûr, mais le département de justice américain a annoncé qu'il a trouvé 3 coupables. Voilà. Donc maintenant justement pour maximiser la recovery des créditeurs, parce que ces 400 millions, techniquement, d'après la cour, FTX est quasiment complètement solvable. Donc les clients, du coup nous, les créditeurs, pardon, devraient retrouver 100% de leurs fonds, comme ça a été annoncé mercredi soir par les juges d'FTX. Donc voilà, donc le truc c'est que tout l'argent en fait, là il faut savoir que FTX avec Anthropic, etc., Solana, etc., ils sont bien plus rentables en fait que le trou, ils ont bien largement comblé le trou. Ce qui fait que nous... Actuellement, les claims sont évalués à petition date. Petition date, ça signifie qu'elles sont évaluées au prix des crypto-monnaies lors de l'établissement de la banqueroute d'FTX. Sauf que c'est une aberration complète parce que le Bitcoin à cette époque était à 16 000, 17 000, alors que nous, là, le Bitcoin, il est à 40 000 balles. Donc ça équivaut à si nos claims, en fait, on vendait le bottom de toutes les cryptos. Voilà. Et ils comptent nous rendre cette valeur en dollars. Ok ? Tout l'argent, en fait, parce qu'FTX est bien plus que rentable maintenant, vu que les cryptos sont montés énormément. Mais cet argent, en fait, le surplus d'argent qui existe, va être redistribué, en fait, aux investisseurs d'FTX. Et alors que, techniquement, il nous revient parce que, comme vous allez le voir là, une plainte du coup a été déposée par les créditeurs d'FTX, dont Sunil justement qui est en lead de la plainte. Et en fait, elle a pour but de faire réévaluer par le juge un point central en fait dans cette banqueroute, qui est du coup l'évaluation des claims avec actual value. Donc c'est à dire que les claims, dans le but de ce lawsuit, c'est que ces claims, nos claims, soient réévalués en crypto-monnaie. C'est à dire que plutôt que de payer en dollars à la valeur du Bitcoin en 2022, et ben on sera payé du coup en valeur crypto-monnaie. Donc si tu as 2 BTC, tu seras payé 2 BTC, etc. Et pourquoi, c'est quoi leur argument principal pour soutenir ce cas? En fait, c'est que tout simplement, quand vous avez créé un compte sur FTX, on a signé des terms of service qui stipulent tout simplement que quand tu déposes ton argent sur FTX, à aucun cas il n'est propriété de la plateforme. C'est-à-dire que même si tu le déposes sur le compte d'FTX, l'argent reste en ta possession en fait. C'est-à-dire qu'à aucun moment FTX ne le considère comme ses assets.
Et ça, c'est un point extrêmement important parce que ça signifie en fait tout simplement que FTX n'a pas le droit d'évaluer à petition date les claims. Voilà. Et en fait, ça, c'est un peu différent des banqueroutes traditionnelles. Et le juge ne l'a pas entendu pour le moment. C'est pour ça qu'un procès justement contre FTX a été lancé pour réévaluer en fait ça et honorer les terms of service qui sont un point central en fait. Donc vous savez tout et techniquement, légalement parlant, il n'y a pas de raison que ça passe pas en fait. Parce que quand vous signez terms of service, c'est noir sur blanc. Il n'y a pas tu peux pas déroger à la règle. Voilà. On va en savoir plus, là ça a été fait hier, donc on va en savoir plus dans les prochaines semaines, prochains mois. En tout cas, à l'instant T, on est quasiment garanti, les avocats d'FTX garantissent quasiment un remboursement à 100% de nos claims, avec une deadline qui est un peu indéfinie. Il faut savoir que je crois que j'avais lu, enfin je suis sûr à 95% que j'avais lu dans les papiers de la banqueroute que les repaiements commenceraient environ vers le Q2 2024. Alors on va pas être payé en full direct, c'est-à-dire qu'on va avoir peut-être genre 40% qui va arriver en premier, après 20%, 20%. Parce qu'en fait ça dépend de leur vente des tokens, ça dépend de plein de choses. Parce que par exemple le Solana, ils ont beaucoup de Solana, genre 3 milliards de dollars en Solana, c'est un peu moins 2 milliards 5. Mais en gros, ces Solana ils sont linearly vested pendant longtemps. Anthropic c'est pareil, ça prend du temps à vendre. Tout ce qui est private equity c'est plus long. Donc on sera payé peut-être 50%, 40% et après ça va venir dans les mois, années qui suivent. Voilà, donc ça c'est un point extrêmement important à garder en tête. Maintenant, on va parler d'un petit drama sur Blast. Donc Blast c'est un nouveau layer sur la blockchain Ether qui a été très populaire. Si ça vous parle pas, allez voir le dernier Smash Show, j'en parle dedans. Mais en gros, il y a quelqu'un qui a remarqué qu'en fait Blast, ils se sont pas fait chier. Ils ont littéralement pris le code d'Optimism, donc qui est un L2 sur Ether aussi. Ils ont copié-collé le code, ils ont changé la licence. Donc ça, changer la licence, c'est le pire des trucs. Genre littéralement, c'est complètement interdit en fait. C'est un des seuls trucs que la licence interdit en fait quand c'est une licence MIT par exemple. C'est vraiment de changer la licence. Quoi. Ça, c'est vraiment le truc qu'il faut pas faire. Et en gros, ils ont juste changé une typo. Donc ils ont copié-collé littéralement tout le code de la blockchain Optimism et ils ont juste changé la licence et ajouté, modifié un petit peu des phrases, des noms, etc. Voilà, donc ça c'est une dinguerie. Voilà, les mecs se sont pas fait chier, donc je sais pas ce qui va en découler en termes de légalité, etc. Mais c'est quelque chose de relativement grave. Maintenant, parlons donc de Tether, qui est littéralement en train d'engloutir l'économie américaine à lui tout seul. Il faut savoir que Tether, donc du coup là c'est à peu près du 85 milliards de dollars qui sont du coup en capitalisation boursière en termes d'USDT. Donc moi j'aime beaucoup, hein. Ça c'est le CTO. Alors maintenant il est CEO du coup, mais avant il était CTO de Tether si je dis pas de conneries. Ou alors c'était CTO Bitfinex tout simplement, ok. Mais en gros je suis avec CTO de Tether, mais bref, donc il est CEO de Tether et ce mec, j'avais écouté un de ses podcasts lorsqu'il a été invité sur l'épisode Up Only de Kobe Crypto Cobain si vous connaissez. Et en gros ce mec est ultra privacy friendly, il est ultra peer-to-peer. Il a une excellente vision de la crypto selon moi. Pour moi c'est vraiment un bon mec. Genre ce mec là il a vraiment une vision pure, une vision terre à terre, etc. J'ai beaucoup apprécié son podcast. Et donc voilà, donc ça c'est mon petit perso sur Paolo, mon avis perso. Maintenant parlons thune les gars, parlons thune, parlons money, parce que c'est littéralement une dinguerie ce qui se passe avec Tether. Donc là, il vous fait un résumé de Q4 2023, et en gros, ils ont fait 2,85 milliards de dollars de profit en un putain de quarter. Donc c'est énorme les gars, en 3 mois, les mecs ont fait 2,85 milliards de dollars. Vous vous rendez compte ou pas de profit les gars. Donc il y a 1 milliard qui provient du coup de leur treasury bonds. Alors il faut savoir que effectivement comment Tether génère de l'argent. En fait il faut savoir que les stablecoins sont les plus grosses machines à cash du monde. Genre littéralement il n'y a pas mieux pour faire de la thune. Ils utilisent un système très simple, c'est-à-dire que vu qu'en fait quand tu crées un Tether, tu mets $1 dans un compte en banque, ok? Le truc c'est que du coup pour faire de l'argent, ces dollars, tu peux les faire travailler. Et qu'est-ce qui est ultra rentable depuis 2 ans? C'est les bons du trésor américain qui yield du 5% à l'année. Donc quand tu as 30-40 milliards de dollars qui squattent sur un compte, tu les fois à 5%, voilà. Et après ils peuvent leverage, ils peuvent acheter plein de trucs qui yield plus, etc. Et donc du coup c'est ce que fait Tether, ils prennent leur trésorerie et ils la balancent dans des bons de trésor. Et là en 3 mois ils ont fait 1 milliard de dollars de profit. Voilà, de profit les mecs, net operational profit. C'est-à-dire qu'ils ont 1 milliard qui sont tombés comme ça, qui a été payé par le gouvernement américain en faisant rien du tout, ok? Donc c'est vraiment une dinguerie. Et donc 1,85 milliard qui provient de leur investissement en or et en bitcoin. Il faut savoir que Tether s'est engagé, je crois en début 2023, à racheter du bitcoin avec ses profits en continu. Donc là actuellement sur le marché, on a les ETF BlackRock qui sont en train d'acheter comme des porcs.
on a Tether et on a Michael Saylor. Voilà, donc énorme. En 2023, ils ont fait un profit de 6,2 milliards de dollars, les gars. Et il faut vous rendre compte que c'est en faisant quasiment rien. C'est automatique, genre. Donc en gros, ils ont 90% en cash. Est en cash. Alors qu'avant c'était moins, c'était genre 50-50 parce que il faut du cash évidemment pour redeem le Tether, pour éviter une panique, etc. Mais c'est très difficile de garder beaucoup de cash sur un compte. Même il y a des banques, elles vont pas accepter genre 1 milliard de dollars en cash sur un compte, ça se fait pas, tu vois. Ensuite ils ont une exposure au Treasury Bill de 80 milliards de dollars. Ah ok, je pense que cash équivalent ils le comptent comme tes bills. Donc en fait ils ont 80 milliards de dollars, les gars, qui yield du 4-5% par an. Donc c'est insane, c'est genre ultra insane, d'où les 6,2 milliards de profits. Excess equity de 54 milliards, ça veut dire qu'en gros l'excess equity c'est les profits non distribués du coup de la compagnie, donc comme ils disent qu'ils réinvestissent tout dans la compagnie pour assurer la réserve des stablecoins, que leur excess equity du coup est supérieur à ce qu'il leur reste comme prêt, parce qu'ils ont 4,8 milliards de prêts. Des prêts évidemment pour maximiser les bons, etc. Ensuite, leur fonds d'investissement, 1,45 milliard de profits. Donc du coup, pas mal d'investissements sur l'IA, le Bitcoin mining, la communication peer-to-peer. Voilà, donc pour Tether, c'est une dinguerie, les gars. J'espère que vous vous rendez compte de la machine à cash que c'est. Donc c'est vraiment un 6,2 milliards de profits sur 2023. Et qui sera en partie remis en crypto. Donc ça c'est big. Adressons maintenant le drama qu'il y a eu sur Jupiter. Donc Jupiter, c'est un DEX sur Solana. Ok, donc c'est le plus gros DEX actuellement. Il a dépassé Uniswap en termes de volume sur Ether. Donc vraiment un truc de fou. Belle performance pour une team. Et justement, donc ça c'est on va dire le lead dev, le CEO de Jupiter. En gros, il a annoncé que Jupiter a été formé sans VC, sans rien. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune levée de fonds, il n'y a pas de fonds d'investissement qui a pris part au process. C'est complètement pour les utilisateurs, etc. Et donc Miao a essayé de faire un nouveau type d'airdrop dans les règles de l'art. Donc je vous laisse aller voir ses tweets si ça vous intéresse en détail. Mais en gros, ce qu'il voulait, c'est que le processus soit le plus transparent possible et d'essayer de faire un nouveau standard en fait en crypto pour les airdrops et les lancements de projets. Et en fait, il a reçu beaucoup de critiques, tout simplement, parce qu'en gros, ils ont décidé du coup de vendre des tokens seulement au bout de 7 jours si le prix est bien au-dessus de 40 centimes. Voilà. En gros, si c'est pas le cas, ils n'ont pas le droit de vendre de tokens pour pas faire dump le prix encore plus. Ils ont déployé du coup une grosse pool de liquidité justement pour que tout le monde puisse rentrer et sortir lors du lancement. Et en fait, au bout de ces 7 jours, ils vont retirer la pool et récupérer les liquidités qu'il y a dedans pour les mettre en fait à disposition pour la treasury en fait du projet. Ils ont été très critiqués justement sur ce move, alors qu'en réalité c'était public. Si vous allez voir dans les tokenomics du site, c'était public, donc tout était parce que là on dit ouais, parce que si vous regardez les tokenomics, ils sont gardés genre 50% de la supply pour la team, la trésorerie, après pour plein d'incentives, etc. Mais ils ont quand même gardé 50% du supply, donc ce qui est en vrai relativement énorme. Mais tout le monde s'est offusqué genre 3 jours après le launch, alors que les tokenomics elles sont publiques sur le site depuis des semaines. Donc moi ça me fait un peu rire parce que du coup les mecs lisez la doc tout simplement, genre je sais pas, genre vous investissez en un token, allez lire la doc d'abord, genre c'est la base. Bref, du coup moi le drama m'a fait un petit peu rigoler, surtout que tu vois que le mec il essaye enfin les gars ils lèvent 0, ils font un énorme airdrop, les mecs touchent 15 000, 10 000, 5 000, 3 000 balles, et puis toi t'es là en train de chialer parce que pour un truc qui est complètement public depuis un bail. Donc je vous laisse aller checker plus en détail les tweets de William Miao, il explique un peu tout ce qui s'est passé autour de Jup, qu'à faire, qu'il aurait pas dû, enfin le truc qu'il a bien fait, qu'il n'a pas bien fait, un post-mortem, etc. Voilà. Le 31 janvier, Vitalik, le créateur d'Ethereum, fêtait ses 30 ans, donc bravo à toi, happy birthday my friend. Merci pour Ether, mon gars, je te fais des bisous. Et il a fait un petit récap de leçons de sa vie, etc., de conseils. Et on va voir en fait ensemble ces conseils. Le premier étant que le greed, donc l'avidité, n'est pas la seule forme d'égoïsme. Parce que beaucoup de dégâts peuvent venir en fait d'être un peu heureux, de la flemme. Puis la flemme, ça on le voit régulièrement, hein. Moi premier qui a eu la flemme de farmer des airdrops alors que j'aurais touché 10K au calme, ou de m'intéresser aux ordinals alors que je savais que ça allait péter. La flemme peut faire mal, enfin en tout cas caper ton potentiel, et que l'avidité donc peut venir de plusieurs formes. Donc ça peut être l'avidité d'un social statut, mais comme de l'argent ou du pouvoir.
c'est important du coup de considérer que l'égoïsme peut provenir de plein de choses différentes et pas seulement de l'avidité. Tu as également le droit d'avoir des préférences pour telle ou telle chose, tel ou tel sujet, sans qu'il n'y ait en fait une explication, une complexe explication derrière sur le pourquoi du comment tes préférences sont bonnes. Tu as le droit d'aimer des choses que d'autres personnes n'aiment pas, sans explication, juste parce que tu as envie de les aimer, voilà. Et ce qu'il dit dans son paragraphe, c'est que souvent, le fait d'essayer de s'approprier les préférences de quelqu'un, et bah c'est très néfaste tout simplement, et que bah souvent bah quand tu fais ce genre de choses, c'est-à-dire t'approprier les préférences ou essayer de les changer pour la société, pour autre chose, en fait tout simplement tu vas te créer des faux arguments pour convaincre les autres que c'est vrai, et souvent bah ça génère des conflits par la suite, et au final bah tu vas te mettre avec des personnes qui sont en fait pas un bon fit, qui n'ont pas une bonne connexion avec toi, parce que tu te mets, t'essayes d'expliquer rationnellement tes préférences, alors qu'en fait bah, c'est pas les tiennes. Et voilà, donc c'est plus intéressant pour un humain bah, d'avoir ses préférences et de pas essayer de les forcer en fait simplement. Et ensuite il dit que troisième point, c'est l'importance d'avoir des habitudes. Il dit que pour lui c'est très difficile d'avoir des habitudes parce que déjà bah, il se balade de continent en continent tout le temps, et que les habitudes doivent être relativement simples, parce que si elles sont trop compliquées, vous allez forcément laisser tomber au bout d'un moment. Donc pour lui, il essaie juste de faire 20 km par mois de course à pied, et aussi à travers la gamification, donc l'aspect jeu vidéo de l'application Duolingo qui vous permet d'apprendre des langues, qui te pousse en fait à maintenir une linéarité dans ton entraînement, comme par exemple les flammes sur Snapchat. Du coup, ça lui permet avec ça de rester motivé pour garder sa streak. Voilà, donc les petits conseils du frérot Vitalik. Et maintenant, en dernier lieu, on va parler du coup du nouveau marché qui s'appelle Whales Market, donc qui est un DEX. Alors, Whales Market. En fait, alors je vais vous présenter ce DEX rapidement. En fait, donc c'est un DEX sur Solana, et il va vous permettre plusieurs choses. Il va vous permettre en fait de prévendre vos tokens d'airdrop. Ok, donc si par exemple vous savez que vous avez une allocation de 5000 tokens pour un airdrop, et ben dans ce cas-là, vous pouvez vendre vos tokens, faire une offre. Ok, comme vous voyez là par exemple. Là, vous voyez, cette personne vend 30 000 Eigenlayer pour 2,58 ETH, et qu'il a vendu pour 33% de sa position, ce que vous pouvez vendre à plusieurs personnes en même temps, à un prix du coup de 20 centimes par point. Donc ça permet de vendre ces points en avance. Vous pouvez faire là, donc pareil sur Hyperliquid pour ceux qui farment le airdrop Hyperliquid. D'ailleurs, j'aurai des news très bientôt pour vous. Je suis en train de finir le dev ce week-end, mais ça va être un banger de fou. Voilà, donc abonnez-vous et suivez-moi sur Twitter pour avoir les updates. Ensuite, ça permet de vendre tout ce qui est relatif, on va dire, au pré-market. Voilà, donc là il y a Dim, il y a Frame, il y a Hyperliquid, il y a tous les tokens. Et voilà, et donc vous faites des offres. Alors par contre, ce qui est important, donc comment ça fonctionne, c'est que quand vous allez faire une offre, ok, donc par exemple, moi je dis, je veux vendre, bah je sais pas, on va prendre cet exemple, 300 000 WEN pour à 57 centimes le token. Donc ce qui est important de comprendre, c'est que le vendeur, du coup, il va loquer un collatéral équivalent au montant de ces tokens. Donc par exemple, supposons qu'il vend pour un total de 10 000 $, mais en fait, il va bloquer donc 10 000 USDC sur la plateforme, et toi, tu vas donc le payer. Et si en fait, le jour de l'airdrop, il décide de pas vendre, et bah toi, tes 10 000 $ que tu lui as envoyé pour acheter la claim, en fait, ils vont être remboursés. Et en plus, lui, c'est 10 000 $ qui est mis en collatéral, ils vont aussi être remboursés. Donc en fait, toi, tu vas gagner 100% de la mise sans rien payer. Et ça, il y a pas mal de gens qui n'avaient pas compris la plateforme. Et il y a un mec, j'ai vu pas sur Twitter, qui a pas vendu ses tokens. Et en gros, bah, il avait 24 heures pour, il a pas vendu ses tokens. Et du coup, bah, il a perdu ses 10 000 balles de collatéral. Voilà. Donc ça, c'est important de bien comprendre le fonctionnement de la plateforme. Et donc, ça vous permet de vendre vos tokens en avance, vous hedge, etc. Donc c'est vraiment super. C'est vraiment super stylé. Il y a un token du coup pour la plateforme. J'ai vraiment la mort, les gars, je cope comme un ouf parce que je voulais buy, et en fait j'avais pas accès. Il a pump de fou, les gars. Je voulais buy à 66 centimes, genre là au bottom là. En gros, je voulais buy ici 66, quasiment plus de x2. J'avais pas mon wallet, en fait j'étais out chez des potes, etc. J'avais pas mon wallet et je suis revenu, frère, genre quelques heures après. Bah mec, il était déjà 1, du coup je me dis bah flemme d'acheter, et puis voilà, j'ai trop la mort parce que le market cap est tout petit. Frère, un market cap 21 millions, alors que le produit il fonctionne, il marche de fou. Ils ont fait une offre de stacking où tu récupères 60% des fees de la plateforme. La plateforme, je pense qu'elle a elle va bien grandir parce que il y a Dim, ouais voilà, il y a Eigenlayer, Dim, Frame, Hyperliquid.
Donc il y a encore des bons jours devant lui. La plateforme a encore de bons jours devant elle. Après, sûr qu'en bear market, bah, il y a beaucoup moins de pressés, il y a moins de. Là, vous voyez, il y a tous les airdrops qui arrivent en même temps. C'est une dinguerie. Tout le monde lance son airdrop. C'est juste un truc de ouf. Mais ça va drop au bout d'un moment. Donc, voilà. Donc là, voilà. Mais whale market, c'est bien si vous voulez vendre en avance vos tokens, vos claims, vos points, etc. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vais mettre mon lien, évidemment, de référal dans la description si ça vous intéresse. Je sais pas ce que je gagne, je sais pas ce que vous gagnez non plus. Mais si vous voulez faire un tour, n'hésitez pas à l'utiliser. Sur ce, je pense qu'on a fait la review de la semaine. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Et puis on se revoit sur les réseaux. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!